Safia? Safia, tu m'entends? Oui, Parfait. Bonsoir, chers amis, chers collègues. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous ce soir et d'être associée à ce webinaire qui suite à une série de webinaires organisés par la Société marocaine de rhumatologie concernant les points forts de l'art. Je tiens d'ailleurs à remercier vivement la Société marocaine de rhumatologie pour cette belle initiative. Et je remercie par la même occasion les laboratoires qui répondent toujours présents et qui sont parfaitement engagés auprès des rhumatologues dans la formation continue. Donc, aujourd'hui, le programme vous a été envoyé. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder deux grands sujets. Un thème qui intéresse tout le monde de l'ARCO. Donc, nous allons voir un peu les actualités qui ont été présentées lors du Congrès européen. Et par la suite, la deuxième partie sera consacrée au rhumatisme microcystique. Donc, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux éminents professeurs, professeur Visa et professeur Samuel qui vont respectivement aborder ces deux sujets. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Biza qui va nous traiter en premier les highlights concernant le thème de l'arthrose. Et je vous invite à poser vos questions sur le chat. Comme ça, je ne vous manquerai pas de les poser juste à la fin de sa présentation au professeur Biza. Donc, à vous la parole, professeur Biza. Professeur Biza, vous m'entendez? Et si vous m'entendez, si vous voulez bien activer votre caméra et le son. Désolée, il y a peut-être un souci technique avec le professeur Biza. Vous m'entendez, professeur Biza? Si vous voulez bien, voilà. Bonsoir, professeur Biza. On ne vous entend pas. Si vous voulez bien activer votre micro. Suite. Voilà, parfait. C'est bon? C'est bon, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup. C'est moi. Donc, à vous la parole, professeur Biza. Et je rappelle l'audience si elle veut bien mentionner ses questions sur le chat tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc, bon séminaire à tout le monde. Merci Fatem Zara. Chers amis, chers collègues, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver en ce moment très difficile de la Covid. Je tiens à remercier
le bureau de l'ASMR de m'avoir invité à animer ce troisième webinaire avec mon ami le professeur Kayen. Et je remercie également le laboratoire FI pour leur invitation et pour leur soutien permanent à la formation médicale continue. Donc voilà le plan. Donc j'ai choisi de vous parler des sources thérapeutiques afin de répondre à certaines questions qu'on se pose régulièrement dans notre pratique quotidienne. Et bien sûr, j'ai également choisi deux études cliniques, deux études de diagnostic. La première sur l'apport des biomarqueurs dans la gonarthrose. Professeur Bizarre, Et excusez-moi. oui, Si vous voulez bien partager votre écran, on ne le voit pas. ah bon? Oui. Ah, parce que la dernière, excusez-moi, c'est bon? On ne voit toujours pas. Bon. Alors, Sabine, si tu peux le partager, s'il te plaît. je C'est crois que c'est bon. bon. Oui, c'est bon, on le voit maintenant. Sauf que c'est bon. Très bien. Donc, ah, comment passe? C'est bon? Fatem Zara? Oui, on voit votre écran. L'écran est là, parfait. C'est bon? Très bien. Euh, donc là, je viens de dire que j'ai choisi pour vous parler des thérapeutiques, justement pour répondre à certaines questions qu'on se pose régulièrement dans notre pratique quotidienne. Mais également, j'ai choisi deux études sur l'apport des biomarqueurs dans la gonarthrose et une autre sur l'intérêt de l'IRM et de l'échographie dans l'arthrose digitale, sans oublier un peu justement l'actualité qui est les comorbidités dans l'arthrose. Donc, la première étude sur la place des biomarqueurs dans l'arthrose. Ce qu'il faut savoir que la place des biomarqueurs comme marqueurs de sévérité clinico-radiologique ou de facteurs prédictifs de progression clinique ou structurale n'est pas bien définie, hein. Et pour le moment, c'est du domaine de la recherche. Mais à mon avis, dans l'avenir, on aura besoin de ces biomarqueurs. Surtout maintenant, il y a le développement de molécules, normalement de biothérapie. Et donc là, on aura besoin justement de quelque chose d'objectif pour savoir définir un peu la population qui pourra bénéficier de ces médicaments. Je crois que c'est dans l'avenir, on va voir vraiment évoluer ces biomarqueurs. Donc là, ces auteurs ont dosé deux biomarqueurs dans le sang, le collagène de 1, qui est un peptide situé dans la triple hélice de collagène, qui est le reflet de Je la suis dégradation du désolée, cartilage, Monsieur et Bizarre. Monsieur Bizarre, je suis désolée de vous interrompre encore une fois. Les diapos ne passent pas. On est toujours ah à la bon, première. On ne voit pas les diapos défiler. Je suis désolée de vous interrompre à chaque fois. Il y a ce souci technique. ouais, je ne sais pas comment on va faire là. Voilà, là c'est bon. C'est bon, Oui, c'est parfait maintenant. On voit les diapos. mais ça passe pas. Là, on est dans le. Voilà, là c'est bon. Mais c'est plat. J'ai pas le plat écran, moi. Bon, je crois qu'on peut passer comme ça, hein. D'accord, donc on a dit que les auteurs ont dosé deux marqueurs, le collagène de 1 et le collagène de 1NO, qui est la forme nitrée et qui reflète la dégradation liée au phénomène inflammatoire. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'association entre le niveau sérique de ces deux biomarqueurs avec des anomalies IRM et deuxièmement, analyser leur intérêt comme marqueur d'aggravation clinique et structurale. Donc pour ça, ils ont pris 121 sujets atteints de gonarthrose et qui ont suivi pendant 12 mois avec une évaluation de la douleur, de la fonction, des atteintes structurales en IRM quantifiées selon le score validé de Worms et le dosage des biomarqueurs ont été faits à l'inclusion
à la 2e semaine, 24e semaine et 48 semaines. Donc voilà les résultats. Ce qu'on voit là, c'est, excusez-moi, donc pour les biomarqueurs, le collagène de 1, il était positivement corrélé avec la présence de bursites, la présence de lésions osseuses, la présence de kystes et la présence justement de score de Worms dans le compartiment fémoro-tibial médial. Et également sur le score de cartilage au niveau du compartiment fémoro-tibial médial et bien sûr même également sur le score de cartilage total. Pour le collagène de 1NO2, la forme nitrée du collagène de 1, était corrélé de façon très positive avec le score total de Worms et le score justement de Worms sur le compartiment fémoro-tibial médial et fémoro-patellaire et également pour corréler positivement avec les lésions osseuses et avec les ostéophytes. Et sur le graphe de droite, vous voyez un peu l'évolution de ce marqueur collagène 1 NO2, donc qui est très élevé donc chez les progresseurs cliniques sur le VA, beaucoup plus chez les patients qui n'ont pas progressé sur le plan clinique. Donc, les auteurs concluent que les biomarqueurs sériques collagène de 1 et collagène de NO2 sont associés à plusieurs anomalies IRM quantifiées selon le score de Worms et la valeur de base de collagène de NaO2 est positivement associée à l'aggravation ultérieure de la douleur sur une échelle visuelle analogique de la douleur. On passe donc à la deuxième présentation. Deuxième présentation sur l'intérêt de l'échographie et de l'IRM dans l'arthrose digitale. Pour dire que l'arthrose digitale est une localisation fréquente de l'arthrose qui met en jeu précocement des phénomènes inflammatoires chroniques. Et longtemps, cette arthrose est asymptomatique et souvent est découverte à un stade évolué. L'intérêt de l'IRM et de l'échographie, c'est d'évaluer les différents tissus de l'articulation et surtout la synoviale et l'os, bien sûr, mettre en évidence des signes inflammatoires non visibles sur les radiographies, permettre d'identifier des formes débutantes. Donc, justement, on insiste beaucoup sur le diagnostic précoce. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour faire un diagnostic précoce d'une arthrose digitale. Donc là, les auteurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une revue systématique de la littérature assortie d'une méta-analyse ayant un double objectif, étudier les liens entre les anomalies IRM et échographie et les symptômes, et évaluer l'apport prédictif de ces anomalies sur l'évolution clinique et radiologique. Voilà les résultats. Donc, ils ont retenu 25 études et ils ont les données de 452 participants en échographie et IRM de 298 participants. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Donc, il y a une corrélation très importante entre la clinique, donc les douleurs articulaires, avec le score d'ostéophyte. Ça, c'est pour l'échographie, avec un autre ratio à 2,3, avec l'épanchement, avec la synovite et avec le synovite Doppler positif. Et pour l'IRM, il existe également une corrélation positive entre la douleur et l'œdème osseux, la synovite, l'ostéophyte et le pincement articulaire et les érosions osseuses. Donc, concernant l'impact prédictif des anomalies IRM et échographiques, il existe une association entre la présence d'un synovite Doppler positif à l'inclusion et l'aggravation radiologique définie par les scores ostéophytes, d'érosion et de pincement articulaire, mais pas sur le score de Kellgren et Lawrence. Et pour l'IRM, il existe une association entre la progression structurale selon le score de Kellgren et Lawrence et l'œdème osseux d'une part et l'existence de synovite d'autre part. Donc, un peu ce qu'on a vu dans la PR. Donc, la présence d'une synovite Doppler positif, elle prédit un peu l'érosion ultérieure.
concernant les comorbidités et l'arthrose, donc il y a une étude, une grosse étude qui parle de ça, pour vous dire que 67% des patients arthrosiques ont des comorbidités. Quelques études longitudinales et plusieurs études transversales ont déjà démontré l'existence de comorbidités cardiovasculaires et le diabète chez les patients arthrosiques. Et maintenant, l'objectif de cette étude, c'est de voir les relations avec les autres comorbidités en dehors de ce qu'on a vu, les comorbidités cardiovasculaires et le diabète. Donc, le but de cette étude est d'estimer le risque de comorbidité chez les patients atteints d'une arthrose de genou ou de hanche. Donc, voilà le design de l'étude. Donc là, ils ont inclus tous les patients âgés de plus de 35 ans et qui résident dans une région de Suède, Skåne, entre janvier 1998 et janvier 2010. Donc l'étude, en fait, elle a commencé en 2010 et de 2010 à 2017. Après, ils ont pris les patients qui n'ont pas d'arthrose et les patients chez qui on a diagnostiqué une arthrose, soit de genoux, soit de hanches, soit des mains. Et on a cherché les comorbidités dans les deux groupes. Quelles sont les comorbidités qu'ils ont cherchées? Vous voyez, donc il y a 18 comorbidités qu'ils ont cherchées: la dépression, Alzheimer, les autres démences, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, et je passe, les fractures de la hanche, les lombalgies, l'ostéoporose. Vous voyez, donc ils ont vraiment une liste exhaustive de comorbidités. Donc là, vous voyez, donc c'est des populations énormes, hein. 500 000 pratiquement de patients qui n'ont pas d'ostéoporose, essentiellement des femmes âgées de 62 ans, je ne vois pas. Pour l'arthrose de genou, il y avait 36 000 patientes, moyenne d'âge 62 ans, et prédominance féminine, hein, 59%. Pour l'arthrose de la hanche, il y avait 14 477 patients avec une moyenne d'âge de 65 ans et 57% des femmes. Pour le résultat, vous voyez, donc il y a une association très forte entre l'arthrose de genou, l'arthrose de la hanche et la dépression. Vous voyez, avec une différence vraiment significative. Quoi d'autre? Il y a l'hypertension artérielle, beaucoup plus pour l'arthrose de la hanche que l'arthrose de genou. Pour les maladies cardiovasculaires, en fait, il y a une association importante entre l'arthrose de genou et de la hanche. Pour le diabète, on voit beaucoup plus, c'est l'arthrose de genou, hein, qui est associée. Et pour les lombalgies, c'est beaucoup plus l'arthrose de la hanche qui est associée aux lombalgies, et également pour l'ostéoporose, beaucoup plus que l'arthrose de genou. Donc, il conclut en disant que la gonarthrose et la coxarthrose sont associées à un risque de dépression, de maladie cardiovasculaire, de lombalgie et d'ostéoporose. Seule la gonarthrose est associée au risque élevé du diabète, ça c'est connu. Pour les autres comorbidités, le risque est élevé pour la coxarthrose que la gonarthrose, en particulier la lombalgie et l'ostéoporose. Après, on passe aux thérapeutiques. Et donc, j'aimerais bien vous parler justement de l'hydroxychloroquine. Non, pas de non, avant, excusez-moi. Donc, cette étude, c'était une grande étude, hein, euh, qui a l'intérêt, qui est le but, dont le but est de faire une capture de ce que sont réellement les prescriptions délivrées aux patients arthrosiques dans 5 pays d'Europe: France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni. En fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Une enquête transversale auprès des médecins et de leurs patients arthrosiques durant l'année 2017-2018. 489 médecins ont participé à cette étude, 266 médecins généralistes, 101 rhumatos et 122 orthopédistes, et 3596 patients arthrosiques. Les patients ayant uniquement une arthrose rachidienne ou une homarthrose non confirmée radiologiquement étaient exclus.
Et les médecins ont classé l'arthrose en fonction de la sévérité, en arthrose légère, modérée ou sévère. Et les objectifs de cette étude, c'est d'évaluer les prescriptions médicamenteuses et évaluer la satisfaction du patient et du médecin à l'égard du traitement. Donc, les résultats, il y avait 24% d'arthrose légère, 53% d'arthrose modérée, 23% d'arthrose sévère. D'accord? Donc, on a vu que l'âge, il augmente avec la sévérité de l'arthrose, avec une différence statistiquement significative. Pour l'indice de masse corporelle également, vous voyez, donc il augmente en fonction de la sévérité de l'arthrose, avec une différence statistiquement significative. Le nombre de comorbidités, justement, il augmente avec le degré de sévérité de l'arthrose et le nombre d'articulations atteintes également augmente avec le degré de sévérité de l'arthrose. Donc là, on voit un peu les prescriptions de différents traitements en fonction de la sévérité de l'arthrose. Vous voyez que le paracétamol reste le médicament le plus prescrit, quel que soit le stade de l'arthrose, donc de 20 à 40%. Pour les anti-inflammatoires, ils sont prescrits pratiquement à tous les stades de l'arthrose, hein, avec un pourcentage pratiquement le même, hein. Pour les opioïdes, vous voyez, donc il y a beaucoup plus d'opioïdes dans les formes sévères, quel que soit justement que ce soit faible ou fort. C'est beaucoup plus dans les formes sévères d'arthrose que ces médicaments sont prescrits. Vous voyez, pour les injections de corticoïdes, c'est pratiquement 10% dans les formes sévères. Dans les formes légères, pratiquement 2%, hein. Pour la viscosupplémentation aussi, pas beaucoup, moins de 10%. Et pour les compléments alimentaires aussi, c'est donc même pas 10%. Et pour la satisfaction ou bien l'insatisfaction des patients à l'égard de leur traitement, vous voyez pratiquement tous les patients, plus de 55% des patients, ils sont insatisfaits de leur traitement, quel que soit le type de traitement, que ce soit le paracétamol, les anti-inflammatoires, les opioïdes, tout ça. Et donc là, c'est des patients qui sont insatisfaits de leur traitement, malgré parfois des médicaments qui sont très mal tolérés et donc qui ne sont pas dénués de risques. Et justement, les patients, elles cherchent des médicaments plus efficaces pour leur maladie arthrosique. En conclusion, l'insatisfaction des patients arthrosiques à l'égard de leur traitement à mesure que leur arthrose s'aggravait, malgré l'utilisation croissante de PUID et un nombre croissant de classes thérapeutiques. L'arthrose sévère, il est plus souvent suivi par le chirurgien ou le rhumatologue. Plus que l'arthrose est sévère, on a vu, plus il y a de localisation d'arthrose, plus il y a de comorbidité, plus l'IMC est élevé et plus il y a de polymédication. Donc là, une étude très intéressante sur l'association de tramadol avec les causes de mortalité, toutes causes confondues, avec les maladies cardiovasculaires, la maladie thromboembolique et les fractures de hanche dans une population canadienne. Il faut dire que ce travail est pratiquement déjà fait, hein. Donc, il y a quelques études qui ont déjà démontré une mauvaise tolérance de tramadol en comparaison avec les ANS et même une augmentation de risque de mortalité, toutes choses confondues. Donc là, j'ai choisi ce travail qui émane des bases de données de registres des médecins généralistes en Angleterre, euh, une grande cohorte qui va de 2000 à 2015. Et voilà un petit peu le panorama des prescriptions dans ce registre. Vous voyez que le diclofenac, il va en diminuant. Pratiquement depuis 2000 jusqu'à 2015, il y a une diminution nette des prescriptions de diclofenac. Également, les anticox-2, à partir de 2004, il y a une diminution très nette. Donc, ça coïncide avec le retrait de rofecoxib et une augmentation de prescription de naproxène. Et vous voyez le tramadol qui va dans la prescription augmente depuis 2000. Justement, puisque les anti-inflammatoires ils sont moins prescrits, les gens ils préfèrent beaucoup plus le tramadol que les autres.
Et voilà, cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré justement qu'une augmentation de la mortalité sous tramadol versus tous les anti-inflammatoires qui ont été essayés, à savoir le naproxène, le diclofenac, les célocoxib, l'hétérocoxib. Donc, vraiment, ça, avec une différence très significative. Par contre, il n'y a pas de différence entre le tramadol et la codéine. Il n'y a aucune différence de surmortalité entre le tramadol et la codéine. L'objectif, l'objectif de cette étude, c'était de comparer l'association de la prescription de tramadol et des autres traitements, naproxène, diclofenac, anticox 2, codéine, sur la mortalité, mais également sur les maladies cardiovasculaires, la maladie thromboembolique, les fractures de hanche, en ajustant sur un score de propension. Voilà, pratiquement les résultats, ils sont similaires à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une augmentation de risque de mortalité euh, tramadol par rapport aux autres, en comparant tramadol aux autres anti-inflammatoires, à savoir le naproxène, le diclofenac, les anticox 2. Par contre, il n'y a pas de surmortalité par rapport à la codéine. Voilà, dans la population arthrosique, l'association entre prescription de tramadol et mortalité et les maladies cardiovasculaires, la maladie thromboembolique, les fractures dans l'année en comparaison aux ANS, mais pas avec la codéine. Donc, tramadol, quand même, ça reste une molécule qu'il faut vraiment euh, bien prescrire, hein, donc, et bien préciser justement les effets secondaires au sujet et surtout les sujets âgés. Et bien sûr, il y a certaines recommandations actuelles qui mettent le tramadol en première intention pour le traitement de la douleur arthrosique. Et justement, c'est les recommandations récentes de la CR et de l'Académie américaine des orthopédistes. Et je crois, à mon avis, en vue de ces résultats, ces recommandations doivent être revisitées. Un autre travail sur la curcumine. Ça, c'est une étude randomisée contrôlée comparant la curcumine avec un placebo. La curcumine est un complément alimentaire qui est largement utilisé justement en rhumatologie pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il y a déjà une étude qui était positive sur la gonarthrose symptomatique. Et là, c'est pour l'arthrose digitale. L'objectif de cette étude est de déterminer l'efficacité d'extrait de curcuma longa dans la gonarthrose pour réduire la douleur, l'épanchement. Désolé, c'est pour la gonarthrose, c'est pas l'arthrose digitale. Pour réduire la douleur et l'épanchement articulaire. Cette fois-ci, c'est la douleur et également l'épanchement. C'est une étude qui est randomisée en double aveugle contrôlée contre placebo. Les critères d'inclusion, c'était des gonarthroses symptomatiques avec une neveu de douleur supérieure à 40 mm et épanchement articulaire. Donc, un groupe qui prend les extraits du curcuma, 2 capsules de 500 mg par jour versus placebo pendant 12 semaines, avec une IRM de genou réalisée en inclusion AS12. Les objectifs primaires étaient l'évaluation de la diminution de la douleur et du volume de l'épanchement à S12. Voilà, donc les résultats, justement, en comparant justement le critère primaire, c'est-à-dire donc la douleur, il y a une nette diminution de la douleur dans le groupe curcumine par rapport à celui de placebo. Et justement, pour les critères secondaires, également, il y a une différence statistiquement significative entre le groupe curcumine et placebo en ce qui concerne le WOMAC de l'heure, WOMAC fonction, et également pour les répondeurs ORC, OMERACT. Donc, je crois que c'est une étude qui est positive. Donc, on arrive à l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine de l'arthrose digitale. L'arthrose digitale, c'est une location qui est très fréquente de l'arthrose et qui est parfois très handicapante, hein, et qui nous pose parfois des problèmes justement dans le traitement.
D'ailleurs, plusieurs essais thérapeutiques ont été réalisés dans cette affection. Et la plupart sont négatives. Le méthotrexate dans l'arthrose digitale érosive avec 10 mg par semaine qui est négative. Donc, c'est une étude qui a été faite en France, Christian Roux, qui est négative. L'étanercept dans l'arthrose digitale inflammatoire avec même l'échographie mise en évidence des synovites, donc qui est négative. Une troisième essai avec l'IL-6, deux perfusions, un mois d'intervalle, évaluation 2 semaines après, également négative. La seule étude qui est positive, c'est la corticothérapie orale dans l'arthrose digitale inflammatoire. Mais là, c'est vrai, les corticoïdes, ça marche. Et du coup, donc, ce pas des médicaments qu'il faut prescrire à n'importe qui. Sinon, c'est des patients qui vont prendre, chaque fois que la main va prendre le corticoïde, et on va tomber dans la corticothérapie en long cours. Par contre, l'hydroxychloroquine, elle a déjà fait l'objet d'études randomisées dans l'arthrose digitale avec des résultats négatifs. Voilà, donc il y a plusieurs. Malheureusement, je n'ai pas le grand écran. Hein, donc, il y a plusieurs études donc, qui sont négatives. Donc là, une étude récente en 95 négative, en 2018, il y avait deux études qui étaient également négatives. La méthode qu'ils ont suivie dans cette étude, c'est une étude multicentrique randomisée en double aveugle contrôlée contre placebo. L'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de l'hydroxychloroquine chez les patients souffrant d'arthrose digitale inflammatoire et érosive cette fois. Donc, ils ont pris 153 patients, 75 sous hydroxychloroquine et 78 sous placebo. L'hydroxychloroquine était donnée à 204 mg par jour versus placebo pendant 52 semaines. Le critère d'évaluation principal était le score composite au scan AS52 et les critères secondaires, c'est la progression radiographique et le syndrome inflammatoire AS52. Voilà donc les caractéristiques à baseline, donc pratiquement les mêmes choses, donc il n'y a pas de différence, sauf qu'il y a un peu plus de femmes dans le groupe hydroxychloroquine que dans le groupe placebo. Voilà, donc les résultats, aucune différence significative entre l'hydroxychloroquine et le placebo, donc sur le critère principal qui est le scan de l'heure et scan fonction. Pour les critères secondaires, il y a une petite amélioration, il y a une petite différence concernant la vitesse de sédimentation et concernant la raideur matinale, donc en faveur de l'hydroxychloroquine. Sur le plan radiographique également, aucune différence entre l'hydroxychloroquine et le placebo, donc on pourra dire que cette étude est négative. Pour la colchicine, c'est une étude randomisée en double aveugle contre placebo évalue l'intérêt de la colchicine. Ils ont pris 64 patients pour recevoir soit de la colchicine, 0,5 mg 2 fois par jour versus un placebo pendant 12 semaines, avec un critère d'évaluation primaire, c'est l'EVA de l'heure à S6, S12 et S16. Pour les critères secondaires à l'inclusion à S12, c'est la force de préhension, la CRP, le nombre d'aspirations douloureuses et le nombre d'aspirations gonflées. Donc les résultats, c'est un peu les deux courbes, pratiquement, ils sont les mêmes pratiquement. Donc il n'y a pas de différence entre colchicine et placebo sur le VA de l'heure à S16. Donc pratiquement là également sur ce tableau, que ce soit pour le critère primaire ou les critères secondaires, il n'y a pas de différence entre colchicine et le placebo. Donc on peut dire que c'est une étude négative. Donc il n'y a pas lieu de prescrire la colchicine chez les patients qui ont une arthrose digitale en dehors des pathologies métaboliques associées. Pour les traitements qui sont développés dans l'arthrose, il y a plusieurs traitements intra-articulaires. Donc, j'ai choisi celui-là, ce produit qui s'appelle GTA004, qui est une solution protéique hybride basée sur l'association de protéines plasmatiques, on ne sait pas lesquelles, l'acide hyaluronique et la clonidine, qui est connue pour ses propriétés antihypertensives et antalgiques. C'est une étude phase de 3
dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de GTA en comparant une injection unique de trois formulations différentes, ALI-L1, GF20, sur une période de 6 mois. Et 164 patients ont été inclus entre 50 et 70 ans avec un EMC inférieur à 35 et une arthrose de genou symptomatique. Le critère d'évaluation principal était le changement du score WOMAC de l'heure à 6 mois. Donc, en fait, les différentes formulations concernent la concentration de la clonidine, donc, vous voyez, donc, qui est variable entre 50 et 150, et le volume injecté qui est de 2 ou 4 mm. Donc, quels sont les résultats? Justement, il y a une différence, il y a une diminution de la douleur, de WOMAC de l'heure beaucoup plus importante dans le groupe GTA que numériquement, hein, mais il n'y a pas de différence statistiquement significative. Et après, les auteurs, ils ont conduit une étude post-hoc. Ils ont poolé les trois formulations et dans ce cas-là, ils ont trouvé qu'il y a une différence significative entre placebo et le GTA. Concernant la tolérance, il y avait un peu plus d'hypotension dans le groupe GTA, en raison beaucoup plus dans le groupe où la clonidine était fortement dosée à 150. Mais sinon, il y avait des arthralgies, pratiquement la même chose, et des douleurs au site d'injection. Et donc, c'est un produit qui est prévu pour une phase 3. On arrive au traitement biologique de l'arthrose, qui est le tanezumab. C'est un anticorps monoclonal anti-NGF qui a démontré son efficacité il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, avec des perfusions intraveineuses sur les douleurs liées à l'arthrose, mais au prix d'effets indésirables, parfois sévères, au niveau articulaire, avec des arthroses rapidement progressives et des ostéonécroses aseptiques, des fractures secondaires et tout ça. Donc, et pour ces raisons-là, pour ces effets secondaires sévères, donc il y a eu une interruption transitoire des études, puis reprise avec des protocoles différents, voie sous-cutanée, la dose faible, la contre-indication à la prise des ANS. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'innocuité et la tolérance de tanezumab sous-cutané en poulant les données obtenues au cours des 3 essais randomisés contrôlés contre placebo conduits dans l'arthrose. Donc voilà les 3 études. La première étude a été faite avant 2015. Les patients recevaient de placebo en sous-cutané en intraveineux, tanezumab 2,5 mg en sous-cutané, tanezumab 5 mg en sous-cutané, et un groupe de 10 mg de tanezumab en sous-cutané en intraveineux pendant toutes les 8 semaines, pendant 16 semaines, avec une période de suivi, de tolérance de 8 semaines. Dans ce groupe de 10 mg en intraveineux, n'a pas été pris dans cette étude-là. La deuxième étude, c'est une étude faite après 2005. Les patients recevaient soit de placebo ou tanezumab sous-cutané toutes les 8 semaines, soit 2,5 mg, soit 2,5 mg au début et 5 mg à 8 semaines pendant 16 semaines et une durée de suivi de tolérance pendant 24 semaines. Troisième étude, après 2015 également, c'est des patients qui recevaient de placebo sous-cutané ou tanezumab sous-cutané 2,5 mg ou tanezumab 5 mg en sous-cutané toutes les 8 semaines pendant 24 semaines avec une durée de suivi de tolérance de 24 semaines. Donc, la population polée, il y avait 1840 placebos, 586 tanezumab 2,5 et 602 tanezumab 2,5, 219 tanezumab 2,5, 5 mg et 347 tanezumab 5 mg et 426 patients qui prenaient tanezumab 10 mg en sous-cutané. C'était essentiellement des femmes, 66% des femmes, et avec une durée d'évolution de l'arthrose de 9 ans. Et la plupart des patients avaient au moins 2 articulations qui ont un stade supérieur ou égal à 2 de Kellgren de Lorentz. Voilà pour la tolérance. Pour les effets secondaires articulaires,
Donc là, quand on voit, il n'y a pas une grande différence entre le tanezumab et le placebo, sauf pour le tanezumab 5 mg. Il y a un peu plus, justement, d'effets indésirables articulaires. Mais sinon, si on voit l'arthrose rapidement progressive type 1 ou type 2, il n'y a pas de différence. Pour les ostéonécroses, il n'y a pas de différence, sauf il y a un cas dans le tanezumab 5 mg. La progression normale de cette arthrose, il est un peu plus justement dans le tanezumab 5 mg. Pour les effets secondaires neurologiques, la neuropathie périphérique, il n'y a pas justement pour les effets secondaires sérieux et sévères, il n'y a pas de différence entre les tanezumab, quelle que soit la dose, et le placebo. Et justement pour l'arrêt de traitement suite à un effet secondaire, il n'y a pas de différence entre le tanezumab et le placebo. Il y a un peu plus de paresthésie et d'hypoesthésie dans les groupes tanezumab. Comme effet secondaire aussi fréquent de tanezumab, c'est la diminution de la fonction du sympathique. Et là, pour les effets secondaires sérieux et sévères, vous voyez, donc c'est zéro pratiquement dans chaque groupe. Il n'y a pas de différence entre le placebo et les différentes doses de tanezumab. Il y a un peu plus de bradycardie justement dans le groupe tanezumab 5 mg. Sinon, le reste, c'est pratiquement la même chose. Donc, on pourra dire que le tanezumab, euh, c'est sûr qu'ils vont faire tout pour le mettre sur le marché. Pour les traitements issus de patients, PRP, pour vous dire qu'il n'y a aucun travail dans cette art. Et quand même, je vais vous dire quelques mots sur le PRP. PRP, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas un seul, mais des PRP. La plupart des études ils sont hétérogènes, ils sont nombreuses marques de PRP et des protocoles tout à fait différents. La qualité méthodologique des études est très variable. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a une efficacité symptomatique au moins égale aux acides hyaluroniques, mais à coût plus élevé. La supériorité versus placebo. Mais il y a plusieurs questions en suspens. Quelles sont les contre-indications, le guidage pour le rhumatisme central chronique avec une arthrose, est-ce qu'il faut ou non utiliser le PRP? Et bien sûr, on manque de données de tolérance à long terme. Et justement, les recommandations récentes de la Société française de rhumatologie sur la prise en charge pharmacologique de la gonarthrose, ils n'ont pas statué sur l'intérêt des injections intra-articulaires de concentrés plaquettaires du fait du manque de recul et de l'insuffisance des données. Donc, je termine par les recommandations, ces recommandations-là. Pour les recommandations OLAR pour le traitement intra-articulaire des arthropathies, 11 recommandations. Le patient il doit être bien informé sur la nature de l'injection et le bénéfice-risque. Un consentement éclairé et signé est obligatoire. Les règles optimales pour la réalisation d'une injection intra-articulaire. La salle, il faut une salle dédiée pour les injections, bien éclairée. Le patient bien installé, idéalement sur une table d'examen. Le matériel de réanimation à proximité. Et troisième recommandation, le praticien doit avoir une expertise dans les gestes d'infiltration et pour accéder des moyens d'imagerie, notamment l'échographie. Au cours de la grossesse, on doit tenir compte de la tolérance du produit aussi bien pour la maman que pour le bébé. L'asepsie rigoureuse lors de chaque injection intra-articulaire. L'utilisation d'anesthésique locale est recommandée. Pour les diabétiques, spécialement ceux qui ont un contrôle suboptimal, doivent être informés du risque de déséquilibre du diabète dans les 3 jours qui suivent le geste. L'injection intra-articulaire n'est pas contre-indiquée en cas de trouble de la coagulation ou en cas de prise d'anticoagulant, sauf si le risque de saignement est élevé. L'injection intra-articulaire doit être réalisée au moins 3 mois avant un remplacement prothétique. Et la décision de réinjecter une articulation doit tenir compte du bénéfice des injections antérieures et d'autres facteurs, notamment le produit utilisé, les traitements systémiques, les comorbidités, et éviter la surutilisation de l'articulation infiltrée pendant 24 heures. Cependant, l'immobilisation est déconseillée. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Dessa, pour cette excellente synthèse. Vous avez fait le tour de la Merci. question. Nous avons quelques questions que je vais partager avec vous. Alors, concernant la première étude sur les biomarqueurs, professeur Neyman se pose la question, est-ce que ces marqueurs seraient spécifiques au genou ou leur taux serait-il, entre guillemets, parasité par l'arthrose ailleurs, par l'arthrose au niveau d'autres sites? Très bonne question. C'est vrai, c'est ça le problème justement des marqueurs, des biomarqueurs de l'arthrose. C'est sûr qu'ils seront parasités par les autres localisations. C'est ce qui fait un peu que ces biomarqueurs ne sont pas utilisés en pratique courante. Mais comme j'ai dit, je crois dans l'avenir, on va absolument trouver des marqueurs biologiques, hein, avec l'avènement de ces traitements biologiques maintenant qui sont très chers. Et- et donc là, on aura besoin de quelque chose d'objectif pour justement sélectionner les patients qui vont profiter de ces médicaments. Oui, tout à fait, on l'espère en tout cas. Alors, professeur Kinsey, toujours par rapport à la même étude sur les biomarqueurs, elle pose la question quel intérêt des biomarqueurs pour le diagnostic précoce d'arthrose? A-t-on une idée sur la durée d'évolution de l'arthrose chez ces patients que vous avez présentés? Et pour le diagnostic précoce, là, ils n'ont rien dit sur le diagnostic, mais à mon avis, c'est sûr que ils seront beaucoup plus intéressants dans le diagnostic précoce. Ils seront beaucoup plus intéressants, justement, avec l'association des biomarqueurs, également de l'imagerie aussi. Je crois le plus important serait à un stade précoce, hein. C'est là où il faut faire le diagnostic et voir un peu les formes qui vont évoluer plus tard. On a. Justement, la question du professeur Dr. Laralissi va dans le même sens. Elle pose la question quel est l'intérêt du diagnostic précoce de l'arthrose digitale? Ça concerne en fait l'étude que vous avez présentée sur les données échographie et IRM et arthrose digitale. Elle pose la question quel est l'intérêt du diagnostic précoce de l'arthrose digitale et quel traitement proposer si on pose un diagnostic précoce? Est-ce qu'il y aurait Il n'y a pas de traitement. à proposer à ce stade-là? Bon, si on fait un diagnostic précoce, maintenant ce qui marche, c'est le corticoïde, c'est les traitements locaux. Espérons qu'un traitement biologique verra le jour rapidement dans les années à venir. Oui, tout à fait. Mais c'est bien de faire un diagnostic précoce déjà. Et on fait le diagnostic précoce, on fait des gestes locaux, faire les traitements non pharmacologiques aussi. Et je crois comme ça, on pourra arrêter un peu l'évolution de l'arthrose digitale. Concernant l'étude sur l'insatisfaction des patients, alors, le professeur Nieman a posé un commentaire pourquoi on ne trouve pas de PRP qui s'est intéressé à ce produit et même dans l'étude de l'insatisfaction, le PRP n'y figure pas. Vous confirmez, professeur? Oui, donc le PRP, vous voyez même les injections intra-articulaires de corticoïdes, hein, elles sont très très peu utilisées dans ces pays-là. Et PRP, effectivement, il n'a pas été utilisé. Il n'y avait aucun patient, de toute façon, sur leur poster, il n'y avait pas de patient sur PRP. C'était pas un critère d'inclusion, peut-être. Ils les ont éliminés dès le départ. Ça Ah, paraît c'est quand même possible. Non, bizarre. non, non, ils ne l'ont pas précisé comme critère d'exclusion. D'accord. Professeur Hamilton qui rebondit sur la même étude d'insatisfaction, il fallait mettre un score de dépression. C'est vrai que ça ne figurait pas. Est-ce qu'il y avait un score ou pas? Score de dépression sous-jacent. Dans l'insatisfaction, Oui, tout à fait. ah, j'ai pas vu le score de dépression. Ils n'ont pas précisé justement. C'est juste, vous voyez, c'est une étude en fait clinique. Il n'y a pas beaucoup de, par exemple, de voir un peu ces scores-là. Il n'y avait pas. Donc c'est juste une étude entre médecins et leurs patients, mais c'était purement clinique. Oui. Alors, toujours dans cette même étude, Dr. Lissalar pose la question il n'y a pas que l'arthrose rachidienne ou aussi périphérique? Dans l'insatisfaction.
dans l'insatisfaction, toujours par rapport à la même étude. Non, ils n'ont pas précisé. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit comme les arthroses qu'ils ont exclues? S'il n'y avait pas une arthrose ou bien une arthrose rachidienne confirmée radiologiquement, ils ne l'ont pas pris en compte. Très bien. Elle pose la question par rapport maintenant à l'étude sur le tramadol qui a suscité beaucoup de commentaires. Alors, l'étude sur le tramadol, est-ce qu'elle est sponsorisée par un laboratoire? C'est le docteur qui pose cette question. Je ne sais pas, mais il n'y a pas que cette étude. Il y a plusieurs études qui ont confirmé ça. Il n'y a pas que cette étude. Ça, c'est une étude canadienne. Et l'étude que j'ai présentée, c'est une étude anglaise. Donc, il y a plusieurs études. Quand j'ai fait un peu la recherche, il y avait plusieurs études qui ont confirmé justement ce constat, c'est-à-dire une augmentation de mortalité, toutes causes confondues avec le tramadol, comparativement aux ANS. Mais bizarrement, il n'y a pas de différence entre tramadol et la codéine. Mm-hmm. Le docteur Yacoubi Emin alors, dans un commentaire, il dit que l'étude sur le tramadol, il est nocif pour l'utilisation au long cours, ce qui ne devrait pas être le cas dans l'arthrose. Il pose la question, est-ce que dans cette étude que vous avez présentée, il était utilisé pendant une longue période? Dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'étude, les patients qui ont pris le tramadol dans l'année qui suit. Donc, les patients, s'ils prennent le tramadol, ils le suivent pendant l'année qui suit, mais n'ont pas précisé la durée, justement, de prise de tramadol ou bien d'ANS. On revient sur l'étude sur les comorbidités arthrose. Professeur Bahiri vous pose la question. Est-ce que vous avez pu voir s'il y avait une association significative avec l'ostéoporose et l'ostéoporose fracturaire? Les comorbidités, et il y avait un lien de comorbidité, bien sûr, hein, avec beaucoup plus l'ostéoporose, c'est beaucoup plus avec l'arthrose de la hanche. D'accord. Beaucoup plus avec l'arthrose de la hanche, ce qui s'explique. Hein. L'arthrose de la hanche, en général, c'est les sujets âgés. Et donc là, la fréquence également de l'ostéoporose à cet âge. Mm-hmm. L'étude sur les autres traitements de la colchicine. Alors, professeur Alkain et professeur Hassani posent la même question. Sur ce traitement, la colchicine, vu qu'elle semble donner un effet à la deuxième semaine du traitement, elle paraît une alternative thérapeutique aux AINS chez des patients particuliers chez qui l'AINS serait contre-indiqué au moment des poussées, pour juguler les poussées. Non, il n'y a pas d'amélioration à la deuxième semaine. Il n'y a pas de différence entre les deux. Hein, à tous les moments justement de l'étude. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de maladie métabolique associée, à mon avis, ce n'est pas un médicament à proposer à ces malades. D'accord. Alors, professeur Neyman qui pose la question sur le tanezumab, qui bloque la perception douloureuse de l'arthrose en agissant sur le GNF. Y a-t-il un risque d'aggraver la chondrolie chez un patient qui rend pleinement son activité? J'ai pas entendu. Alors, la question, c'est par rapport au tanezumab. Il y a eu certainement des fautes de frappe qui bloquent la perception douloureuse. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'aggraver la chondrolie chez un patient qui reprend, peut-être, il voulait dire, qui reprend pleinement son activité? Voilà, il y avait une erreur. Ah oui, bien sûr. Je crois, oui. C'est parmi les effets secondaires les plus fréquents de tanezumab. C'est justement l'aggravation. Il y a des ostéonécroses aseptiques et des arthroses destructrices rapides, surtout avec l'association des anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, maintenant, les protocoles récents, probablement avec les faibles doses, je crois, on va voir arriver ce produit. Avec 2,5 mg, je crois, avec 2,5, il y a vraiment très, très peu
d'effets secondaires comparativement au placebo. Vous n'avez pas vu, professeur, je profite pour poser une question, vous n'avez pas vu d'études par rapport au méthotrexate? Je pense l'année dernière, ils avaient présenté quelques études qui étaient négatives, mais elles étaient critiquées par rapport à la posologie proposée qui était faible et l'échantillon aussi était faible. Donc, il n'y a pas Si j'ai vu, il y a une étude qui est pas dans ce congrès, mais j'ai vu une étude sur le méthotrexate qui était positive dans la gonarthrose. dans la gonarthrose. Dans la gonarthrose, il est positif, mais l'échantillon est faible. Mhm. D'accord. Docteur Al-Gharissi, qui pose la question par rapport aux moyens non pharmacologiques. Finalement, il n'y a pas eu de rien de nouveau. Il y a aucune étude qui a évalué les traitements non pharmacologiques. J'ai pas vu. J'ai pas vu d'études non pharmacologiques. Les études non pharmacologiques, elles sont très, très difficiles à faire dans l'arthrose. Là, c'est juste des commentaires. Le professeur Bouchti qui dit que les antalgiques sont de plus en plus pointés des doigts, y compris le paracétamol, tout à Oui, fait. tout à fait. Le professeur McKinsey qui dit qu'au final, dans l'arthrose, on surtraite la douleur. Ouais. Ça, il faut insister dans l'arthrose sur toutes les mesures non médicamenteuses, la psychothérapie, l'activité physique adaptée. Oui, je pense que vu qu'on n'a pas toujours un traitement efficace. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai comme question. Je vous remercie, professeur Abza, pour votre excellente synthèse Merci à et vous. présentation. Merci à Merci vous. à vous. Et on passera la parole, on passe à la deuxième partie, si vous voulez bien. Deuxième partie de notre webinaire, qui est consacrée au rhumatisme microcristallin. Et j'invite mon ami professeur Alkane. Hanan, si tu veux bien. Voilà, il est là. Bonsoir, Alors, Hanan. bonsoir tout le monde. La parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir les amis. Je commence par remercier la SMR qui m'a permis de me rejoindre à vous pour parler des rhumatismes microcristallins. Et je remercie par la même occasion le laboratoire FI qui a permis de sponsoriser cette session. Alors, je vérifie d'abord, est-ce que le son est bon? Merci. Alors, je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui va revoir le congrès EULAR. Et cette année, on a la chance d'être plus assidu puisqu'on n'a pas assisté, mais on a les présentations sur Internet. Donc, le congrès version Internet, c'est aussi très intéressant. Ça nous permet de revoir toutes les présentations et ça, il y a un côté qui est très positif. Donc, la première journée, il n'y a pas eu de présentation sur les rhumatismes microcristallins. La deuxième journée, donc on commence par une présentation très intéressante qui a été modérée par professeur Berenbaum et réalisée par professeur Alexander Seu, qui a une double casquette de clinicien rhumatologue et de généticien, qui a abordé les actualités avec 3 rubriques. Donc, première rubrique, génétique, deuxième, comorbidité, pour terminer avec les thérapeutiques. Alors, génétique, il y avait 3 points. Le premier point à retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées et on a réalisé une GWISE, qu'il a appelé GWISE, le Genome Wide Association Study, qui est une association, une étude d'association pangénomique qui a inclus 457 690 individus et qui a permis de mettre au point 147 nouveaux loci. Donc, au total, 183 loci. Alors, cette étude génétique a permis de faire sortir des phénotypes génétiques et de voir l'association avec tout ce qu'on connaît, les comorbidités, en particulier cardiovasculaires et rénaux. Et aussi, faire sortir ce qu'on appelle un score génétique qui pourrait prédire la survenue de la goutte. Et professeur Alexander Seu insistait que le score génétique en lui-même, de manière isolée, ne permet pas de prédire, mais il faut associer tout ce qui est clinique, en particulier le sexe
l'âge et les comorbidités. Donc, deuxième point d'avancée génétique, c'est de voir, essayer d'expliquer. Donc, il y avait une question qui a été posée. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a une hyperuricémie asymptomatique passe à une maladie de goutte? Donc, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui déterminent ça? Et effectivement, sur cette étude, ils ont fait sortir 3 nouveaux gènes qui n'étaient pas connus auparavant et qui étaient des facteurs qui prédisposaient le passage entre hyperuricémie asymptomatique et la goutte. Le troisième point génétique revient sur l'importance du gène qui est déjà sa place dans la goutte, qui est le gène ATP binding K7 subfamily G member 2, c'est-à-dire l'ABCG2, qui est connu avec une place importante dans la physiopathie de la goutte. Et là, il revient pour dire qu'il y a une étude qui montre des prévalences élevées de ce gène dans les gouttes à début précoce. Alors ça, c'était les 3 points de la génétique. Après, dans les comorbidités, il a commencé par rappeler le profil, le panorama en quelque sorte classique des comorbidités qu'on connaît, c'est-à-dire les comorbidités cardiovasculaires, les comorbidités rénales, le diabète et les comorbidités hépatiques. Et là, il a fait un tableau où il résumait ces comorbidités connues et il ajoutait le lien avec l'arthrose. Donc, le lien avec l'arthrose, c'est des études qui dataient de 2011. Donc, ce qu'il a montré, c'est des études 2011-2012 pour dire qu'il ne faut pas oublier le lien entre l'arthrose, qu'on dirait maladie métabolique, et l'hyperuricémie et la goutte. Et il a terminé cette partie de comorbidité par les liens encore controversés avec tout ce qui est pathologie neurodégénérative, en particulier la démence. Donc, on disait à un certain moment que l'acide urique pourrait avoir un rôle neuroprotecteur, que on peut avoir un risque qui est faible pour l'acide urique par rapport au Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et là, il a présenté deux études récentes, la cohorte française et la cohorte suisse, avec deux études qui est pratiquement le même nombre, 1600 et 1400, mais avec des résultats qui sont complètement contradictoires. Donc, l'étude, la cohorte française qui dit que par rapport au risque de démence essentiellement vasculaire, c'est élevé avec des taux élevés d'acide urique, alors que la cohorte suisse dit que l'acide urique aurait un rôle protecteur. Donc là aussi, il a mis cette diapo et d'autres diapos pour dire qu'il y a encore une controverse par rapport à la relation entre les pathologies neurodégénératives et l'hyperuricémie. Alors en passant au thérapeutique, donc professeur Alexander Searle a commencé en disant que finalement il n'y a pas de nouvelles thérapeutiques dans la goutte. Donc il n'y a pas de nouvelles thérapeutiques, mais il y a des choses d'actualité côté stratégie. Et le premier point sur lequel il a insisté, c'est l'escalade thérapeutique dans la dose de l'allopurinol. Donc il a insisté sur les études de Stamp et son école et son groupe, pour dire qu'il faut commencer très progressivement. L'objectif, c'est de diminuer le risque de survenue de l'effet secondaire grave de l'allopurinol, qui est le risque immunoallergique. Et le fait de diminuer progressivement permet d'avoir moins d'effets secondaires. Et au long cours, on va pouvoir garder une efficacité du traitement. Alors, l'escalade pour la dose, très importante. Il est revenu sur la fameuse étude CARES qui a montré, alors ici, le pointeur, alors qui a montré ici que le febuxostat serait plus risqué que l'allopurinol côté cardiovasculaire et qu'il y a une différence significative par rapport au risque cardiovasculaire mortel. Donc, il a repris l'étude en la présentant et par la suite, il a donné des commentaires en disant que cette étude a beaucoup de limites. En particulier, il y a un taux d'abandon qui est élevé, pratiquement plus que la moitié, qu'il y a une disparité entre les décès et les accidents cardiaques non mortels, et puis la majorité des patients qui sont décédés ne prenaient pas de traitement ne prenaient pas les médicaments alors que le décès est survenu.
Et par rapport à professeur Alexander, donc son point de vue, alors son point de vue, c'est qu'il faut rester vigilant, très vigilant par rapport aux patients qui ont une maladie cardiovasculaire active. Donc, il faut travailler en collaboration avec les cardiologues et faire une démarche d'augmentation de la dose du febuxostat de manière très progressive, en accord avec le cardiologue. Alors, une des questions dans les thérapeutiques, c'est est-ce qu'on peut donner du traitement par l'allopurinol pour un traitement hypouricémiant pour prévenir la progression de la maladie rénale chronique. Alors ici, il a montré des résultats contradictoires entre deux équipes japonaises, la Kimura, celle faite par Kimura et celle faite par Kojima. Alors l'une qui dit oui, ça prévient, il y a un bénéfice, et l'autre qui dit qu'il n'y a pas de bénéfice. Donc à l'heure actuelle, les recommandations, la majorité des recommandations internationales, alors si on élimine celle japonaise, la majorité disent qu'à l'état actuel, il ne faut pas donner de traitement préventif pour diminuer la progression de la maladie rénale chronique en donnant des traitements hypouricémiants parce qu'il y a un risque très élevé d'avoir des réactions immunoallergiques, en particulier chez les malades qui ont une maladie rénale chronique. Alors, un point qui m'a paru très, très important et sur lequel il a insisté dans sa conférence, c'est l'importance de l'éducation thérapeutique. Et là, il a donné 3 points. Le premier, c'est la place des infirmières dans le travail de l'ETP pour augmenter l'adhérence des patients à leur traitement hypouricémiant. Donc, il y a eu des études et des essais cliniques qui ont montré que vraiment l'adhérence est passée de 1 patient sur 5 sur la majorité des patients qui adhèrent. Donc, très, très important de faire inclure les infirmières dans les protocoles d'ETP. Deuxième point, c'est la sensibilisation et faire participer les pharmaciens. Et ça, c'est un travail qui a été fait par les Américains, donc les pharmaciens qui appellent les patients. Et là, ça permet d'augmenter l'adhérence des patients à leur traitement de manière continue. Et il a terminé par l'apport de la technologie en parlant des petits appareils, l'uratmètre. C'est comme pour l'histoire du diabétique qui va mesurer sa glycémie par le petit appareil. Et ça, c'est des choses qui permettent d'augmenter l'adhérence thérapeutique des patients. Donc, à côté de cette conférence Princeps, il y avait d'autres sessions au cours de la même journée, la deuxième journée. Alors, avec une session qui a revu les points chauds des arthropathies métaboliques. Et là, il y avait 4 présentations. La première qui parlait de l'épigénétique, mais je n'ai pas réussi à avoir le lien, donc il n'est pas encore disponible sur le site. La deuxième qui parlait de l'inflammasome. La troisième qui parlait d'un essai thérapeutique stade 1, c'est-à-dire c'est encore point de vue pharmacocinétique. Et la dernière, c'est sur la lantoïne. Alors, je vais vous dire un petit mot pour chacune. Alors, celle qui parle de l'inflammasome, je vous invite vivement à la revoir parce qu'elle est pleine de rappels physiopathes excellents avec de beaux schémas sur la place de l'inflammasome et la place de l'inflammasome et sa relation avec les capsases et les types des inflammasomes. Aussi, la signalisation. Donc, il a montré la signalisation les voies de signalisation et les différents dump et pump qui sont les signaux de danger détectés par l'inflammasome. Et puis, au-delà de ce qu'on parle, ce dont on parle dans la goutte, la place de l'inflammasome, donc la place est beaucoup plus large et s'étend à d'autres rhumatismes. Il prend de plus en plus une place plus importante dans les différents rhumatismes, en particulier dans le polyarthrite rhumatoïde. Donc, on comprend de plus en plus la place de l'inflammasome, d'où les retombées thérapeutiques, c'est-à-dire il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup d'essais cliniques, aussi bien pour les inhibiteurs. Alors, j'ai découvert ça, la gasdermine, qui fait partie de la voie de signalisation, et aussi les inhibiteurs de cytokines. Résultat de cette inflammation l'IL-1 et l'IL-18, qu'on retrouve pas uniquement dans la goutte, mais qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies rhumatismales.
Donc, la troisième présentation, parce que l'épigénétique, on n'a pas accès à cette présentation. La troisième, alors j'ai mis une diapo sur cette présentation parce que j'ai trouvé que ça véhicule une idée intéressante côté physiopathe. Alors, ils ont pris 3 petits groupes, 10 patients dans chaque groupe. Patients sains, patients avec une goutte et patients avec une goutte réfractaire. Et ils ont cherché à doser l'allantoïne, qui est connue comme un facteur de stress oxydatif, donc un biomarqueur de stress oxydatif. Et ils ont trouvé qu'effectivement, regardez ici, donc il y a une différence significative, plus d'allantoïne chez les sujets goutteux par rapport aux sujets sains, et encore plus d'allantoïne chez les sujets avec une goutte sévère. Et là, la conclusion, qui est donc c'est pas une conclusion directe, mais c'est une supposition, peut-être que ce marqueur de stress oxydatif expliquerait comment les sujets qui ont une goutte ont plus de risques cardiovasculaires et plus de risques de décès. Alors ici, donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de nouveau traitement. Il y a une présentation qui parle de cet essai clinique phase 1, donc un autre inhibiteur nouveau de l'urate 1, du transporteur de l'urate au niveau tubulaire. Donc c'est une dose pharmacologique pour voir chez des sujets volontaires, pour voir la dose. Donc ils sont partis de voie orale de 2,5 jusqu'à 20 mg par jour et ils ont trouvé que finalement c'est bien toléré. Et la pharmacodynamique montre qu'il y a une augmentation de l'efficacité qui est proportionnelle à la dose et que ça arrive à diminuer de manière significative les taux d'acide urique. On continue. Donc ici, les meilleurs abstracts. Et là, il y a des abstracts qui sont très, très bien faits, très intéressants. Donc, ils sont en nombre de 7. On ne va pas les présenter tous. Alors déjà celle-ci, je dois enlever la diapo parce qu'elle a mis qu'il ne faut pas prendre de photos. Donc, on va enlever la diapo de cette... on va l'éliminer d'emblée ici pour vous dire que c'est de la génétique, pour dire le lien entre le diabète type 2 et le taux d'acide urique. Alors ici, je vais en parler, je vais en dire un mot. Alors ici, il y a des résultats qui sont un peu contradictoires. Ici, c'est un intérêt pratique par rapport à la nutrition. Ici, c'est une database qui est très importante par rapport au risque de l'amputation chez les sujets diabétiques et chez les sujets goutteux. Et ici, c'est très intéressant par rapport à la pégloticase et sa place dans le traitement des gouttes réfractaires. Bien sûr, on va commencer par celle-ci qui a fait beaucoup de bruit et qui a été présentée dans Rhumatonet. Alors, cette première présentation revient sur un fait qui est d'actualité, le risque cardiovasculaire chez les patients qui sont sous traitement hypouricémien. Et les auteurs sont partis, donc il y a une sorte d'argumentaire pour dire qu'il y a beaucoup de cristaux qui ont été démontrés par les scanners à double énergie au niveau des parois des coronaires et au niveau de l'aorte, pratiquement 4 patients sur 5, qu'il y a cette fameuse étude CARE qui a montré que le febuxostat donnerait plus de mortalité cardiovasculaire par rapport à l'allopurinol, mais cette étude CARES, elle a été réanalysée par la suite. Et il y a une publication qui est sortie en 2020, Rhumatologie, pour dire que le risque de surmortalité existe aussi bien pour le febuxostat que pour l'allopurinol. Et ce qui est particulier, c'est que ça survient après l'introduction. Donc, il y a un lien temporel qu'il faut éclaircir. Et ici, la question qui se pose, est-ce que le changement brutal cause des accidents cardiovasculaires? Est-ce que ces accidents cardiovasculaires ne sont pas tout simplement des attaques de gouttes au niveau cardiovasculaire? Donc, la question est très pertinente. Et la réponse, ici, alors, il y a un point très fort. Ils ont pris le registre coréen national d'assurance de santé, qui regroupe pratiquement toute la population, 97% de la population. Et ils ont pris pratiquement 113, pas pratiquement, ils ont pris 113 853 patients avec gouttes, en éliminant ceux qui
ceux qui ne prenaient pas de traitement hypouricémien pendant 120 mois, et ils ont cherché à calculer l'incidence des accidents cardiovasculaires majeurs, c'est-à-dire l'infarctus de myocarde, l'accident vasculaire cérébral hémorragique et ou ischémique, et ils ont trouvé que, effectivement, le taux de survenue du premier accident aigu cardiaque, IDM ou accident vasculaire cérébral est élevé avant et après l'initiation. Et c'est essentiellement dans les quelques jours avant et après. Et ils ont conclu qu'il y a une association entre les accidents cardiovasculaires et l'initiation de l'allopurinol et febuxostat. Et sur sa présentation, donc j'ai pris ce schéma pour dire que l'explication probable, c'est que les cristaux d'urate au niveau vasculaire, qui sont prédominants chez les sujets qui ont une maladie de goutte, pourraient migrer comme fait le cholestérol, par exemple, et pourraient donner des attaques, des détachements de ces cristaux qui pourraient donner les accidents cardiovasculaires au niveau cardiaque ou bien au niveau cérébral. Alors, un autre résumé qui a été présenté, le point fort, c'est qu'ils ont pris un big data où il y a pratiquement 190 millions de sujets, avec 144 millions de sujets sains, 4,5 millions et demi de patients qui souffrent de gouttes et 25 millions à peu près de patients qui souffrent de diabète. Et il y a 2 diagrammes qui montrent la prévalence qui est élevée, nettement élevée d'amputation chez les sujets diabétiques et chez les sujets goutteux par rapport à la population générale. Et lorsqu'on a une goutte associée à un diabète, donc il y a un risque qui devient beaucoup plus élevé. Et donc déjà, ils disent que c'est alarmant, il faut chercher pourquoi. Et ils expliquent ça par rapport au risque cardiovasculaire élevé dans ces 2 populations et par rapport aux comorbidités aussi associées chez les corps de patients souffrant de gouttes et de patients diabétiques. Alors, le même auteur a présenté une étude très intéressante, c'est par rapport à la gestion des gouttes réfractaires, des gouttes effacées par la pégloticase. Alors, on n'a pas l'habitude de gérer ces formes. Donc, ici, il fait le point sur les 2 profils chez les patients qui ont les gouttes effacées sévères gérées par les pégloticases. Donc, ici, c'est les sujets. Donc ici, les sujets qui répondent à la pégloticase, et ici, les sujets qui ne répondent pas, qui résistent. Et chez ces sujets qui résistent, il y a un problème d'immunogénicité, de développement des anticorps. Donc l'idée, suite à ce constat, qui a été présenté sous forme de poster à l'ACR 2018, c'est une population de 9 patients chez qui on a fait un traitement qui va moduler l'immunité, qui est le méthotrexate. Donc, on a administré le méthotrexate et on a montré de bons résultats pour dire que ça diminue l'immunogénicité. Et ces auteurs ont essayé de voir l'impact de ce poster par rapport à la conduite des rhumatologues. Alors, regardez, donc l'application de cette stratégie d'immunomodulation en donnant du méthotrexate est passée de 4% à 15%, donc un impact d'un petit poster sur 9 patients. Et puis, ça a déclenché aussi une série d'essais cliniques avec différents immunomodulateurs qui sont en cours. Et j'ai vu même qu'il y a des formations par rapport à la prise en charge par pégloticase qui ont démarré suite à ce poster. Donc ici, c'est une étude française qui remet en cause les cristaux d'urate monosodique parus par le scanner à double énergie. Donc, regardez le titre. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une fiction? Donc, il y a plusieurs diapos. Alors, je n'ai pas pu les mettre parce qu'il a mis la photo rouge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de photos. Mais sur les messages à retenir, c'est que ça ne correspond pas à des cristaux et c'est le plus souvent, c'est des artefacts. Alors, la présentation qui a été faite par professeur Koenig donc met le point sur la contradiction entre le raisonnement
de la première présentation que je vous ai présentée par rapport au risque cardiovasculaire après l'initiation et sur la réalité de ces cristaux d'urate monosodique au niveau vasculaire. Alors, certainement, ces résultats contradictoires vont pousser différents chercheurs à trouver la suite. Oui, il y a une contradiction entre les deux. Alors, cette présentation met le point sur l'intérêt d'un régime alimentaire. Donc, une diète de 8 semaines qui diminue le taux d'acide urique et le fait d'ajouter un analogue au glucagon-like peptide, GLP-1, commercialisé au Maroc, Victoza. Alors, c'est ce qu'on donne au sujet diabétique, antidiabétique. Alors, j'ai regardé sur l'ANAM, donc il n'est pas remboursé. Alors, l'intérêt d'ajouter ce traitement pour diminuer le taux d'acide urique chez les sujets qui ont une goutte. Donc ici, il conclut en disant que c'est peut-être une perspective thérapeutique qui serait à ajouter dans la prise en charge des patients goutteux, en particulier s'il y a un terrain de syndrome métabolique et d'obésité. Alors, je vais d'emblée enlever cette présentation parce qu'elle avait mis des photos rouges pour dire ne pas prendre des photos. Donc, c'est juste une étude génétique, même si c'est Harvard, mais c'est juste une étude génétique qui essaie de chercher l'association entre le diabète et la goutte. Alors, je vais l'enlever par la suite. Alors, je vous laisse quand même cette diapo parce que celle-ci me paraît pertinente, même si c'est une étude faite chez les souris. Alors, il y avait de belles photos sur les souris et l'arthrite microcristalline, mais elle avait mis la photo en rouge pour dire ne pas prendre des photos. Mais juste pour vous dire que l'extrait, alors c'est un extrait de jus de raisin, la polydacine, qui est une dérivée majeure du resveratrol, donc extrait jus de raisin ou bien dans une herbe japonaise, donc pour dire qu'il y a un effet dans les essais précliniques chez l'animal, chez les souris, pour diminuer l'inflammation qui est liée aux cristaux d'urate monosodique. Donc, on peut avoir une application pratique en demandant aux patients de prendre du jus du raisin. Alors, c'est une présentation, donc je n'ai pas mis le détail, mais c'est une présentation qui a été faite dans la session d'imagerie et elle a beaucoup défendu le scanner à double énergie pour dire que c'est intéressant, que ça montre qu'il y a une spécificité importante et que ça montre de manière importante les cristaux d'urate monosodique dans les différentes localisations, montrant une cartographie. Et le fait de faire un scanner à double énergie dans une seule localisation, ça pourrait diminuer la sensibilité. Alors, je vous montrerai une autre étude que j'ai détaillée un peu plus par rapport au scanner à double énergie que je trouvais intéressante. On va la voir ensemble tout à l'heure. Alors, les calcifications, il y avait 5 présentations. Donc, ici, c'est pour voir, c'est de la physiopathe jusqu'à l'intérêt pratique. Donc, 5 présentations. Alors, je ne vais pas faire les 3, celle-ci, parce que celle-ci, c'est vraiment de l'ingénierie et c'est compliqué. Il a mis des photos rouges partout, donc aucune photo à prendre. Alors, ici, c'était pratiquement des mises au point, donc des choses qu'on connaît. Donc, j'ai insisté sur ces 2 présentations avec cette présentation de l'Omeract qui a pris des patients qui allaient être opérés et qui ont vérifié la valeur diagnostique, sensibilité, spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative et la précision du diagnostic de l'échographie en regardant le ménisque médial, latéral, le cartilage et regardez ici, donc une valeur diagnostique qui est intéressante. Alors, ils ont dit que c'est des choses à poursuivre. Donc, ici, c'est pour valoriser l'échographie dans le diagnostic de tout ce qui est calcification dans les rhumatismes métaboliques. Alors, cette présentation allemande, alors j'ai trouvé que l'iconographie est très belle. Alors, regardez l'aspect verdâtre au scanner double énergie
et l'aspect qui est pratiquement violet pour tout ce qui est pyrophosphate de calcium dans la CCA. Et ici, ils ont pris deux populations, deux patients souffrant de gouttes et patients souffrant de CCA. Et ils ont regardé la clinique, d'abord, l'imagerie, la radiographie, le gold standard qui est l'urate monosodique dans le liquide articulaire et la place de l'échographie. Et la conclusion est très intéressante puisque, alors finalement, le scanner double énergie, dans la goutte ou bien dans la CCA, regardez, la valeur positive, elle est très faible par rapport à l'échographie. Donc, une supériorité nette de l'échographie, une supériorité nette de la valeur diagnostique prédictive de la clinique. Donc, clinique et échographie font beaucoup mieux que le scanner double énergie. Donc, j'étais très satisfaite de voir ce résultat. Donc, on fait bien avec l'échographie et la clinique. Alors, je vous ai mis les titres des pratiquement une quarantaine de résumés. Si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y a des idées très innovantes et intéressantes. Et vous pouvez regarder à travers le book des abstracts la correspondance pour chaque résumé. Donc, il y a une trentaine ici, il y a 10 après, 10 posters après. Oui. Et j'ai pris quand même, alors ici c'est par rapport, donc une controverse par rapport, là aussi c'est une étude génétique pour voir entre l'acide urique et la maladie d'Alzheimer. Donc ici ils disent qu'il n'y a pas d'association. Donc pour dire que ce lien entre la goutte et les maladies neurodégénératives, il n'y a pas encore, on n'a pas encore tranché à l'état actuel des connaissances, c'est encore très débattu. Alors, ici, j'ai trouvé que c'est une étude qui sont allés beaucoup trop loin. Donc, ils ont pris le scanner, alors le scanner à double énergie et le scanner périphérique à haute résolution et ils ont essayé de regarder la MTP sur toutes ces faces en faisant un score. Donc, pour dire que l'imagerie aussi évolue. Alors, je ne vais pas le détailler. C'est beaucoup de détails. Alors ici, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire la place de l'échographie dans l'hyperuricémie asymptomatique. Donc, je vous laisse le temps pour regarder après. Donc, il y a des chiffres par rapport à la prévalence des signes spécifiques et non spécifiques chez les patients qui ont une goutte et ceux qui ont une hyperuricémie asymptomatique. Alors, je vais m'arrêter sur le poster. C'est pratique. Alors, ils insistent sur la place de l'échographie dans l'imagerie d'un poignet chez des patients qui ont une CCA. Donc, la radio, on ne peut pas voir. Le scanner, regardez ici, donc c'est très visible, le ligament scapholulaire. Et l'échographie, alors on coupe l'ange, on coupe axial, on regarde ce spot. Et ici, regardez, c'est très visible. Donc ici, il conclut sur la place très intéressante de l'échographie pour les patients qui ont UCCA et c'est un signe qui est spécifique et reproductible, la calcification du ligament scapholulaire. Donc, il faut regarder le scapholulaire chaque fois qu'on a un doute sur une maladie de CCA. Alors, on ne peut pas terminer sans parler de l'éducation thérapeutique. Et là, je reporte l'expérience d'une équipe suisse qui a fait sortir donc un livret sur l'éducation thérapeutique dans la goutte et qui met le point sur l'intérêt du travail multidisciplinaire. Alors aussi, l'intérêt de la formation continue des rhumatologues. Donc à travers d'une petite session de webinaire de 30 minutes avec un interview entre des experts sur la gestion de la goutte réfractaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et après ça, donc ils ont évalué les connaissances avant et les connaissances après chez 300 rhumatologues et ils ont posé 4 questions. Et c'est très intéressant de faire des petites formations ponctuelles comme ça, sous forme d'interview par exemple. Donc ils ont trouvé que les rhumatos se sentent plus confiants pour gérer les formes graves
alors qu'ils arrivent à répondre par rapport à la place de pégloticase comme option thérapeutique très importante pour gérer les formes réfractaires ici, et par rapport à la stratégie d'immunomodulation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre un immunomodulateur comme le méthotrexate, donc l'intérêt de petites formations continues interactives. Et je termine, il y a un nouveau score qui est fait par une équipe serbe, donc un nouveau score qui certainement trouvera sa place par la suite. On n'a pas de score sur la goutte. Donc j'ai terminé la présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Hanan. Nous avons dépassé le temps qui nous a été accordé, mais on n'a vraiment pas senti le temps passer. Tellement on était passionnés par tous les travaux que tu nous as présentés. Alors, oui. Pardon? Je t'entends pas très bien. Hanan, tu nous entends? Moi, je m'entends très bien. D'accord, très bien. Alors, si tu permets, je vais te poser les questions qui ont été partagées avec nos collègues. Alors, bien évidemment, Dr Himamouchi a rebondi sur l'étude sur le TP. Oui. Et celle que tu avais présentée en premier sur la place des infirmiers et des pharmaciens aussi dans l'observance thérapeutique. Alors, elle te pose la question, y a-t-il des équipes pluridisciplinaires spécialisées fonctionnelles en ETP dans les différents CHU? Alors, lorsqu'on a fait les recommandations au-delà de la PR et sur la goutte, donc ça existe. Moi, j'ai un problème, j'entends pas très bien. Est-ce que c'est juste moi ou c'est problème de son? Donc, c'est pareil, même pour les... Voilà, ça coupe. Ça coupe, Hanan. Et là, c'est OK? Ouais, parfait. Donc, il y a un problème de connexion. D'accord. Alors, tu disais par rapport à l'ETP? Oui. Alors, il y a des protocoles, il y a des équipes en France. Si vous voulez avoir une idée sur les équipes de TP en France, il faut regarder tout simplement l'ANDAR. Alors, sur le site d'ANDAR, donc, il y a une cartographie des équipes qui font de l'ETP partout en France. Et la priorité, c'est le rhumatisme inflammatoire chronique, mais il y a aussi des équipes qui s'intéressent à la lombalgie chronique et à la goutte aussi. Donc, il y a des équipes d'ETP sur la goutte, pluridisciplinaires, axées sur le malade, bien sûr. Très bien. Alors, par rapport à l'étude que tu as présentée sur la lantoïne, professeur McKinsey, d'ailleurs, ça m'a un petit peu aussi interpellée. Professeur McKinsey te pose la question et elle rappelle que la lantoïne, c'est aussi le produit de l'uricase, de la flore intestinale. Elle se pose quel lien? Le lien? Oui. Alors, il y a un background qui a été présenté par l'équipe. C'est la République tchèque. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à la place de l'allantoïne comme marqueur du stress oxydatif et ça figure dans différentes pathologies inflammatoires, pathologies chroniques, la goutte, la PR, ainsi de suite. Donc, il y a des études fondamentales qui mettent le point sur la place de l'allantoïne comme facteur de stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif et la physiopathie des accidents cardiovasculaires, il y a un lien étroit qui est connu. À chaque fois qu'on parle de, je ne sais pas, dégénérescence du disque intervertébral, l'arthrose, il y a toujours le stress oxydatif qui est au milieu. Bien, exact. Les maladies cardiovasculaires aussi. Oui, d'ailleurs, tu nous as un peu choqués avec les attaques cardiovasculaires par rapport aux cristaux du rat. D'ailleurs, ça
ça a été à l'origine de 3 commentaires. Professeur Niemen qui pose la question par rapport à la coprescription de la colchicine. Est-ce qu'elle permettrait de prévenir ces événements cardiovasculaires chez les patients qui sont mis sous allopurinol, justement? Alors, dans le même ordre d'idée, professeur Al-Hassani se pose la question, est-ce qu'il faudrait demander un avis cardio avant de démarrer un traitement hypouricémiant? Et docteur Lozraq qui pose la question, est-ce que la coprescription de la colchicine, non, pardon, est-ce que l'escalade des THU serait préventive aussi? Donc, tu as 3 questions, l'une par rapport à la... Une par une. Une par une. D'accord. Alors, la coprescription de la colchicine, est-ce qu'elle permettrait de prévenir les événements cardiovasculaires? Alors, je n'ai pas trouvé d'études dans ce sens récentes. La colchicine chez les sujets cardiaques, donc il faut faire attention. Alors, la prescrire en association pour prévenir le risque cardiovasculaire, c'est une question de professeur Nieman. Oui, c'est ça. Alors, colchicine et le risque cardiovasculaire, il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Plutôt négatif, pas positif. Donc, pourquoi on peut... Dans le contexte de patients qui vont être mis sous allopurinol. C'est-à-dire oui. Dans l'étude que tu as présentée, vu le risque d'attaque cardiovasculaire avec ces cristaux d'urate chez les patients qui sont mis sous traitement hormonal, sous traitement hypouricémiant, est-ce que le fait de coprescrire la colchicine permettrait de prévenir ces événements cardiovasculaires chez les patients qui vont être mis sous allopurinol? Alors, ça n'existe pas dans les articles. Après, c'est connu qu'il faut mettre de la colchicine pour accompagner les déplacements des cristaux d'urate monosodique. Moi, je crois que le message le plus important, c'est de ne pas essayer de baisser très rapidement et d'aller progressivement. Donc là, ça nous ramène vers la question de Dr Lozar. Est-ce que l'escalade des THU serait préventive vis-à-vis justement des événements cardiovasculaires, les patients qui sont mis sous THU? Oui, et c'est un commentaire qui a été fait par le professeur Alexander So en disant qu'en pratique, il faut y aller très progressivement. D'accord. Et est-ce qu'il faut demander systématiquement l'avis du cardiologue avant de commencer un traitement hypouricémiant? Alors, l'idée, un patient qui a une goutte, donc qui est interamétabolique, il faut l'évaluer. On a fait des recommandations dans ce sens pour travailler avec le cardiologue. Alors, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une maladie cardiovasculaire active, là, il faut absolument l'accord du cardiologue avant de commencer le febuxostin. Ou même l'allopurinol. Oui. On est d'accord. D'accord. Il y a Dr Betty qui pose la question par rapport au THU, au traitement hypouricémiant. Est-ce qu'il faut le démarrer dès la première crise? Il y a une divergence entre les recommandations ACR-ELA. Quelle conduite adopter dans notre contexte? Alors, je vous invite à relire les recommandations marocaines qu'on a faites l'année dernière et on a dit qu'il faut commencer dès la première crise. Alors ça, c'est parce qu'il y a la physiopathie et le continuum entre l'hyperuricémie et la goutte. Donc, il y a déjà des années qui s'écoulent entre avoir une hyperuricémie et arriver jusqu'à la maladie. Une fois qu'on a la goutte, c'est que déjà, on a des dépôts un peu partout. Donc, il ne faut pas attendre première, deuxième, troisième crise. Il faut commencer à partir de la première crise. Et c'est quoi la suite? C'est bon, tu as répondu à la question. Est-ce qu'il faut commencer le traitement dès la première crise? La réponse est claire, c'est oui. Très bien. Alors, c'est pas la même chose. Pardon? Même les recommandations SFR, c'est la même chose. Exact. Professeur Bahiri et professeur Niemet qui revient sur cette étude avec le risque cardiovasculaire des traitements hypouricémiants. Alors, professeur Niemet qui pose la question, est-ce que le fait... est-ce qu'il y avait dans cette étude des patients sous colchicine? J'ai pas regardé le détail. Je suis partie voir l'étude KERS, mais j'ai pas regardé le détail parce qu'ils il y a que la présentation sur 10 minutes.
Alors, sur les 10 minutes, il n'y a pas le profil des traitements. Et il n'y a pas le profil des traitements. Est-ce qu'ils prennent de la colchicine ou pas? D'accord. Et professeur Baheri qui pose la question, est-ce que les accidents vasculaires post-démarrage traitement hypouricémiant sont corrélés à la dosimétrie? Là aussi, il n'y a pas ce détail sur la présentation. D'accord. Et Madame Généni qui pose la question sur l'intérêt. Alors, elle dit que l'intérêt de la colchicine, c'est surtout pour éviter les crises. Que sur l'allopérinol, je suppose. D'accord. Alors, j'ai deux autres questions du docteur Audrieri qui pose la question. La première question, est-ce qu'il y a un rapport entre le taux d'uricémie et la gravité de la goutte? Oui. Alors ça, c'est des choses qui rentrent dans la physiopathie de la goutte. Donc, il y a un lien direct entre le taux d'acide urique et la gravité de la goutte. Donc ça a été démontré. C'est multifactoriel. Le facteur le plus important, c'est le taux d'acide urique. Et le terrain. Il ne faut pas oublier les comorbidités comme deuxième facteur de gravité. Très bien. Une dernière question, toujours le docteur Audrieri. Anticoagulant et allopurinol. Que préconisez-vous? Qu'est-ce que tu préconises? Anticoagulant et allopurinol. Je suis un patient qui a un risque coronarien. Il n'a pas précisé, la question est vague. C'est-à-dire, il y a une interaction. On a fait dernièrement une mise au point sur ça, à la base d'un cas clinique au service. Alors, je crois que c'est docteur, je ne me rappelle plus, c'était docteur, quelqu'un de l'équipe en tout cas, qui a fait une mise au point sur ça. Alors, entre antivitamine K et traitement anticoagulant, et il y a un surrisque d'accident associé à l'allopurinol et il faut travailler avec le cardiologue. Toujours la prise en charge pluridisciplinaire. Très bien. On te remercie, Hanan, pour ton excellent exposé. Je remercie tous les participants et je remercie encore une fois la Société marocaine de rhumatologie et les laboratoires FI de nous avoir permis de nous réunir cette soirée. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.